quelques secondes maintenant du départ de cette superbe finale. Alors Max Mamers, organisateur et créateur du Trophée Andros, et pour point de corde. Yep. Bienvenue sur un nouvel épisode de Point de corde. On est aujourd'hui avec Max Mamers. Bienvenue sur notre média. On va parler un petit peu donc, de ce Trophée Andros. C'est un événement très connu dans le sport automobile, notamment dans le rallye. Et vu qu'on est avec le fondateur, créateur de l'événement, eh ben, on va pouvoir en parler en détail. Voilà. Avec plaisir. Eh bien super. Bon alors, avant tout, il faut savoir donc, que le Trophée Andros, c'est un endroit où on a fait de l'innovation. Donc ça a commencé dans les années 90 et c'est un lieu d'innovation, comme toutes les courses en fait, parce que chaque course est un lieu d'innovation. Mais ça a été un petit peu un point de source pour notamment l'électrique. Il n'y a pas que ça, parce qu'au départ, on a quand même créé une véritable compétition sur quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des rallyes, il y avait des circuits, il y avait le Dakar, il y avait donc du sable, mais il n'y avait pas de compétition organisée sur la glace. Et on a découvert un phénomène assez compliqué à gérer, qui est justement l'attraction, c'est-à-dire l'adhérence. Donc il a fallu travailler évidemment avec des pneumatiques, avec des voitures qui étaient des voitures 4 roues motrices, et des adaptations qui se sont faites avec des voitures qui étaient au départ des voitures de rallye, des voitures qui faisaient du rallycross, sur lesquelles quelques ingénieux artisans ont commencé à mettre les 4 roues directrices. On était devenu la seule compétition où toutes les voitures étaient en 4 roues directrices. Et par la suite, une vingtaine d'années quand même plus tard, on a commencé à largement réfléchir à l'électricité, pour plein de raisons. Notamment des raisons écologiques en fait. La première, elle était écologique parce qu'effectivement, notre matière première étant la glace et la neige, Oui. on se retrouve dans des massifs montagneux Qui ont de moins en moins de neige. et qui sont surtout protégés Et oui. au niveau de la faune, au niveau du son, c'est-à-dire de ne pas trop perturber quand on devait rouler des voitures thermiques jusqu'à minuit, c'était un peu compliqué. Tout à fait. Donc ça nous a amené à étudier une nouvelle forme de motorisation. Et c'est là qu'on est parti sur des voitures électriques, dont les premiers prototypes sont ici derrière. Ils sont bien visibles, on les voit bien. C'était à partir de quand les premiers prototypes qui sont vraiment apparus sur les pistes, que vous avez mis en route? Je pense que ça commence en 2016, 2015-2016. On a commencé à électrifier un sprint car. Le sprint car, c'est en fait un buggy. Puis il y a eu une deuxième année qu'on a commencé à évoluer sur les batteries. Puis après, on est passé à une autre génération d'Androscar, comme la voiture qui a remporté 5 titres avec Christophe Ferrier, qui est là-haut derrière moi, la bleue. Et puis après, on a électrifié aussi les voitures des pros, en 4 roues directrices, 4 roues motrices, qui étaient des voitures qui développaient 500 chevaux. Mais Ce qui est quand même pas mal. Ça, oui, mais qu'on n'a jamais utilisé sur la glace. Ouais. Parce qu'il y en a largement, il y en avait beaucoup trop, quoi. Oui, ça faisait beaucoup parce que le circuit Andros, c'est quand même un circuit qui est assez court, mine de rien. Il y a beaucoup de drift, hein, c'est quand même un circuit où on glisse beaucoup, forcément il y a de la glace. C'est fait exprès. Et donc du coup, 500 chevaux, c'est vrai que ça paraît un peu, peut-être pas surdimensionné parce que... C'était beaucoup parce que finalement, on n'a passé pas la puissance, Oui. donc on a plutôt roulé avec 300 chevaux. Quels étaient les retours justement par rapport à ce Trophée Andros qui était très clivant? Quand on parle de Trophée Andros, on sait qu'on parle de rallye glace. Qu'est-ce que ça a apporté aux gens, que ce soit les pilotes ou même les spectateurs qui venaient voir? L'électrique ou L'électrique ou même simplement la compétition en elle-même? La compétition, moi je ne sais pas si vous êtes un fan par exemple du patinage artistique. Moi je n'y comprends rien. Je suis pas un grand fan de patinage artistique. Moi je n'y comprends rien, mais quand je commence à regarder une émission de patinage artistique, je ne quitte pas, parce que de toute façon, après il y a une compétition, il y a des notes, il y a donc forcément une valeur. Absolument. Mais surtout, c'est tellement esthétique et c'est tellement loin de ce que moi je pense que je pourrais faire. Je pense que c'est ça qui a été très attractif vis-à-vis du public, c'est que les gens qui venaient au bord de la piste se disaient mais ce que font ces gars-là, ils arrivent en marche arrière. Dans une épingle pour aller vite, ils arrivent en marche arrière, ils remontent les vitesses et encore ils repartent dans l'autre sens, mais ça je ne le ferai jamais. Donc c'est indescriptible, on peut regarder ça
toute la soirée. Ouais. C'est des voitures qui sont spectaculaires. En plus, il y a l'effet neige qui apporte beaucoup quand même, parce que des courses sur glace, on n'en voit pas tout le temps. Donc c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire à voir. C'est avant tout spectaculaire, mais en même temps, il y a une compétition. Malheureusement, ça a pris fin. Alors, ça a pris fin parce que nous avions quand même des problèmes de météo et Enjeux climatiques, les enjeux climatiques. sérieux. Depuis quelques années, nous échappions à chaque fois à un truc embêtant, c'est de dire la veille, on ne va pas pouvoir l'organiser. Parce qu'il faut savoir que ces courses ne peuvent être organisées que si la piste est entièrement couverte de neige ou de glace. Parce qu'au niveau de la sécurité, si jamais c'est de l'asphalte, on rentre dans des mesures de sécurité fédérales, c'est normal, puisque les voitures à ce moment-là vont aller beaucoup plus vite, qui n'étaient pas bonnes. Ouais. Nous avions des mesures de sécurité adaptées à la glace, mais pas pour d'autres compétitions. Donc à partir du moment où on n'est pas sûr d'avoir du froid, on n'est pas sûr d'avoir de la neige, ce qui nous est arrivé très souvent, où c'est juste la veille ou dans la nuit. Vous êtes totalement dépendant de cette condition climatique, donc c'est très compliqué. Complètement. Et donc on avait décidé, après le Stade de France de 2019, de faire la tentative de faire 5 ans avec tout électrique, c'est-à-dire plus une seule voiture. C'est important de le préciser. Il y a eu le trophée Andros et c'est devenu e-trophée Andros, c'est important de le préciser. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus du tout de voitures thermiques. Ouais. Et on a dit, voilà, dans 5 ans, ça va, nous, on va arrêter. Enfin, Andros, le trophée Andros, 2MO, l'organisateur que je représente, on s'est dit, bon, on donne 5 ans, peut-être que quelqu'un va reprendre, peut-être, bon, entre-temps, il faut reconnaître qu'il y a eu le Covid. Il y a aussi le Covid qui a joué, absolument. On est le seul championnat au monde qui a eu lieu cet hiver-là, parce que la France a bénéficié de quelques dérogations, notamment concernant le football et le rugby. Ouais. Il fallait que l'épreuve soit une épreuve professionnelle et qu'elle ait des droits télé pour pouvoir obtenir le droit d'organiser. Nous remplissions toutes ces conditions. Ouais. Et c'est assez marrant parce que c'est la seule épreuve qui a eu lieu tout cet hiver-là. Voilà. Et donc ça s'est arrêté. Nous l'avions programmé. Il n'y a pas de regret. C'est important de le préciser. Il n'y a pas de regret parce que c'était programmé comme ça depuis longtemps. Ça a été très professionnel et tous les pilotes et tous les teams qui sont des propriétaires de voitures étaient avertis en disant voilà, vous avez 5 ans pour amortir tout votre matériel. Bon, dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. En tout état de cause, le trophée Andros n'existera plus en tant que tel. Ouais, c'était une très belle aventure, vous venez de le dire, mais ça a été encore une fois un lieu d'innovation, et il faut le préciser. Il faut le préciser parce que l'automobile évolue tout le temps. Elle évolue aussi beaucoup sur les pistes. Il y a beaucoup de choses qu'on voit apparaître dans nos voitures de tous les jours qui viennent de la piste. C'est très important de le souligner. Absolument. Et l'électrique s'est développé énormément ces dernières années. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et le trophée Andros, ça a été, pour moi, et vous allez peut-être me corriger, mais un facteur majeur dans le tournant de l'électrique sur des véhicules qui ont été des prototypes et qui ensuite ont été développés pour des véhicules professionnels. Tout à fait. Et c'est tout à fait. Alors, c'est tellement vrai que lorsqu'on a démarré, il a fallu régler. Tout le monde a entendu parler du fait que quand il fait très froid, oui, une batterie perd de sa puissance. Absolument. Bon, nous sommes en montagne. Il y a des matins, il fait moins 10. Donc, si vous ne pouvez pas démarrer la voiture, vous ne faites pas de compétition. Oui, donc, on a travaillé sur je dirais, un genre de climatisation de la batterie qui est aujourd'hui avec des liquides qui... la batterie baigne dans des liquides évidemment non conducteurs d'électricité, mais qui refroidissent quand il fait trop chaud ou réchauffent quand il fait froid, et qui sont totalement aujourd'hui le courant de ce qui se passe dans toutes les voitures. Et c'est indispensable. Enfin, nous, on est en France, on n'a pas des températures trop extrêmes, mais c'est indispensable dans des zones, bien sûr, où il fait plus chaud ou plus froid, pour que les véhicules soient comme des véhicules thermiques qui fonctionnent tout le temps, qu'on puisse le démarrer à n'importe quel moment. Donc c'est important de le souligner. Alors ce qui est important à ce niveau aussi, on a été tellement précurseurs qu'on a été la première compétition, et ça on le restera à tout jamais, la première compétition auto 100% électrique. Depuis 2009, le 5 décembre 2009, Christian Estrosi, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, ministre de l'Industrie à l'époque, est venu donner le départ de la première compétition 100% électrique au monde, à Val Thorens. Et après, on n'a pas cessé de progresser dans ce domaine-là. On a pensé que c'était aussi, on avait un exemple à donner
La nature nous l'a bien donné, et il fallait qu'on lui rende ce qu'elle nous a donné. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a particulièrement marqué sur ce trophée Andros, dans le bon sens du terme ou dans un moins bon sens? À vous de me dire. Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs, bien sûr. Mais je pense que le sommet de ce qu'on a pu faire et d'organiser, c'est le Stade de France. On l'a fait, mythique. Voilà, absolument. À chaque fois, 60 000 spectateurs. Avoir amené 700 tonnes de glace dans le Stade de France, avec des gens comme Alain Prost à l'époque, c'était vraiment fantastique. On ne pense pas que ça puisse donner d'ailleurs un tel spectacle, parce que quand on est tout à fait en haut dans les gradins du Stade de France et qu'on voit un match de football, le ballon est tout petit et la voiture, une voiture de 4 mètres dans le stade, même très haut placée, et au contraire, même plus on est haut et plus on a la notion de la glisse, en plus c'est un anneau glacé, c'était tout le temps en glisse, c'est-à-dire que les voitures, elles ne faisaient pas 1 mètre en ligne droite. Voilà. Et ça, c'est le plus grand spectacle qu'on puisse organiser. Et quelle récompense nous avons eue, puisque de toute façon c'était spectaculaire et très populaire. Et voilà. Spectaculaire dans l'organisation, dans le côté visuel, comme on l'a dit, c'est très très visuel. Et puis c'est. Oui, mais je pense que sur le plan médiatique, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Oui, bah bien sûr. Parce qu'il y a plein de stades dans le monde où on fait de la moto. Oui. On met de la terre. Oui, c'est très connu. On fait voilà des. Ils adorent faire ça d'ailleurs aux États-Unis, c'est très connu. Exactement. Mais justement, faire un truc comme ça avec de la glace, ça ne s'était pas fait avant et ça ne se refera, je pense, probablement jamais plus. Mais vous l'avez fait. Et on l'a fait. Et ça, c'est beau. Moi, je suis un compétiteur au départ. Hein. Et donc, bon, quand on a, par exemple, l'objectif de gagner une épreuve et qu'on l'a gagnée, on est heureux de l'avoir fait et pas nostalgique en se disant je ne le ferai jamais plus. La vie de l'homme est ainsi faite, c'est-à-dire qu'il y a des périodes. Nous, on est tellement heureux d'avoir fait le Trophée Andros et qu'il faut se dire que ce qui est important, c'est pas de dire que ça s'est arrêté, c'est de dire heureusement qu'il y a eu 35 épisodes. Et que vous l'avez fait aussi. Pendant 35 ans. Et oui. C'est surtout ça. On peut pas, non, c'est pas. Je suis pas nostalgique. Je suis heureux de l'avoir fait, heureux d'avoir laissé, je pense, une marque indélébile dans le sport automobile mondial. Alors économiquement, on est les professionnels. Nous, on a une organisation avec beaucoup de monde. On est de toute façon aujourd'hui branché que sur des gros événements. Il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut un partenaire. C'est pour ça aussi qu'il y avait un partenaire titre qui a été d'une fidélité exceptionnelle pendant 35 ans, qui s'appelle Andros, bien sûr. Et avec ça, on a trouvé d'autres partenaires. Et puis, faut pas oublier que le Stade de France, à chaque fois, c'était 50, 60 000 spectateurs. Ça représente des budgets intéressants. Bon, il y a une petite prise de risque au départ, mais une fois qu'on est lancé, que de toute façon le produit est bon, c'est un spectacle au final. C'est un spectacle. On a eu de la chance d'être fortement médiatisé et de faire rouler toutes les grandes stars. Moi, j'ai en mémoire le dernier Stade de France que nous avons fait. On a demandé à certains de nos pilotes de venir nous saluer pour la dernière fois que nous allions au Stade de France. C'était en 2019. Il y avait sur l'estrade, il y avait 22 titres de champion du monde. Ogier, 8 fois champion du monde, Loeb 9 fois, Prost 4 fois, Vatanen, Esteban Ocon, on avait, voilà. Il y avait du beau monde. Donc ça médiatise et forcément, c'était très médiatique. Ça aide à fonctionner. Et quand c'est médiatique, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour les gens qui viennent sur le trophée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pilotes à un moment donné, entre des épreuves d'été, ceux qui faisaient surtout beaucoup de circuits, et ils disaient mais il n'y a pas 50 solutions. Moi, de mon temps, il n'y avait rien, donc on faisait le Dakar. Mais après, il faut reconnaître que pendant très longtemps, pour avoir une bonne notoriété, il fallait aller sur le trophée. C'est un beau message, mais vous, ce que vous aimez, c'est aussi piloter, je crois, et j'en suis même sûr d'ailleurs. Moi, ce que j'aimais, mais après, dans la vie des hommes, il y a des périodes pour tout. Moi,
j'étais pilote, hein, j'étais pilote professionnel pendant 20 ans, Bien sûr. donc je 24 heures du Mans. pense que j'ai à peu près tout fait. D'autres compétitions, il y a eu du rallye, il y a eu de l'endurance, il y a eu plein de choses qui s'ajoutent à votre CV. Et justement, on va les conduire un petit peu, enfin vous allez conduire, parce que juste derrière nous, il y a un modèle très sympa qui se cache juste là. Et c'est pas un modèle que vous allez voir souvent, parce que je pense qu'on peut considérer ce véhicule comme un collectionnable, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, c'est une auto de collection. Voilà, et on va aller la découvrir ensemble, donc c'est juste après que ça se passe sur Point de Corde avec Max Mamers. Maintenant, on va aller rouler un petit peu, on a derrière nous une Matra, pas n'importe laquelle, une Matra avec 3 places à l'avant, c'est pas rien, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont comme celui-ci. Matra Murena, oui, c'était très original. Et donc on va aller rouler avec ça. C'est une voiture qui va nous attendre, qui va nous préparer quoi comme surprise? Une petite sportive, une collection? Ouais, c'est une voiture de collection qui a été une voiture sportive. C'est la voiture qui devait concurrencer les Alpines à l'époque, mais qui est vraiment très sympa, très performante. Et à partir de ces voitures-là, il y a eu quelques prototypes survitaminés avec 400 chevaux, avec laquelle, en 82-83, j'étais champion de France de rallycross. C'est important de le préciser, et puis surtout, c'est une Française. Et ça, sur Point de Corde, on n'a pas encore fait beaucoup, mais c'est l'occasion d'en découvrir une toute nouvelle, et surtout, c'est une Française un peu rare. Voilà. Allez, on y va. Alors, c'est Quelle pépite que vous avez Matra Murena 2,2 litres, qui était la plus belle voiture de ce qui avait été fait à cette époque-là. D'accord. 3 passagers, 3 sièges avant. en fait, ça, je pense qu'il faut qu'on le ça, souligne. c'est- Qu'on le souligne Ça, c'est parce que- très original. C'est quasiment introuvable des voitures avec 3 places à l'avant. Il y a la McLaren F1 qui est, je pense, le modèle référent. C'est quand même une autre dimension, la McLaren F1 en termes de véhicule, mais c'est quand même une expérience très, très rare. Et en plus, Matra avait fait cette voiture pour essayer de concurrencer Alpine. Donc cette voiture, effectivement, elle est très sympa, pas lourde, très maniable. Et Matra, après, s'est arrêté, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a eu l'arrivée de PSA qui a joué dans l'histoire. Oui, ça a joué un peu entre la partie où c'est quand même eux qui avaient inventé l'espace, hein, le monospace. Donc il y a eu tout un tas de raisons qui font qu'ils ont arrêté la construction de cette voiture. Mais en retrouver une comme ça et maintenant dans cet état, c'est très rare. On peut parler d'une voiture de collection à part entière. C'est une voiture de collection, elle est d'ailleurs en carte grise collection, parce qu'il faut savoir que ça existe, qui lui confère quelques avantages, à savoir que ces voitures pourront rentrer malgré tout dans des zones, dans les ZFE, là, les zones à faible émission, parce que évidemment, il faut bien que notre patrimoine perdure. Absolument. Et donc, il y a ça obéit à quelques règles, à quelques dérogations intéressantes. Ah oui, le rapport poids-puissance, c'est très intéressant. Donc on est sur quoi? On est sur combien de chevaux à peu près sur ce C'est 140 chevaux. 240 chevaux, ouais. Mais ça pèse 800 kilos. C'est ce qu'il faut préciser. C'est ça qui est très intéressant. Parce que, bon, on Et est puis pas- surtout, on est très bas, ça vire à plat complètement. Ouais. Ah oui, là on est en position de conduite et même en assist. De toute façon, on a tous les trois la même position. On est au ras du sol. On est au ras du sol. Pour une fois, je suis devant. Et pour une fois, Hugo est devant parce qu'il est toujours cantonné à l'arrière. Ça marche très bien. Ça fonctionne. On a une vraie sensation au niveau de la route.
Alors, je pense en conducteur, bien sûr, plus qu'en passager, mais vu qu'on est au même rang en termes d'assises, en termes de position, on peut avoir des sensations assez sympas, je pense. Je pense que la sensation du milieu est très sympa. Elle est très sympa parce que elle est vraiment originale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se retrouver à la place du levier de vitesse. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est une voiture qui était prévue pour marcher à 180 chronos quand même. C'est pas mal, ouais. Et donc, non, c'est pas mal. Mais le moteur a quand même pas mal de couple. Hein. On n'est pas obligé de tirer à fond pour pouvoir passer des vitesses. Ça se passe très bien. Il y a d'autres particularités qui sont vraiment propres à cette voiture. Non, pas spécialement, pas spécialement. C'était la particularité, c'était que tout est en plastique et en aluminium et qu'elle n'était pas lourde et surtout qu'elle était très basse. Et pour pas prendre de place par rapport au moteur, parce que ce qui est assez important par rapport à une Alpine où le moteur est en porte-à-faux à l'arrière des roues arrière, là le moteur est plutôt central. Il est en avant, il est devant les roues arrière. Mais justement, ça a été dû parce que derrière, on a le moteur dans notre dos. Il est 20 cm derrière le moteur. Ah oui, on le sent bien, Voilà. on le sent Alors très, très dans bien. une Porsche ou une Alpine, ce qui est un modèle à peu près comparable en termes de structure, il reste toujours encore 50 ou 60 cm avant d'aller au moteur. Absolument. C'est une voiture, on l'a dit, qui est rare, ça. Voilà, c'est un modèle de collection. Et au niveau du budget, c'est combien? Budget d'entrée pour une Matra comme celle-ci? Combien c'est coté? Ouais, à peu près. Bon, 15 000 euros. 15 000 euros. Ça reste accessible quand même. Oui, absolument. Alors, ça reste accessible et ce qui est surtout intéressant, c'est que Matra à l'époque avait gagné le Mans, avec des Matra bien sûr, avec Pescarolo notamment, qui l'a gagné plusieurs fois. Et Matra était aussi la marque de fusée mondialement connue. Donc aux États-Unis ou en Argentine, si on parle de Matra, pour eux c'est un nom qui parle. Ok. Donc il y a une cote internationale qui est pas mal. C'est une notoriété mondiale. Pas, À la française. pas spécifiquement sur cette voiture, Ouais. Mais en termes de nom, la marque. Et ça c'est important. bon, voilà, on est de retour du coup après ce petit tour en Matra, c'était très sympa. On a découvert donc une petite française à 3 places devant. C'est vraiment une exception, un petit bijou, pas très connu dans le monde, on va dire, automobile, mais quand on s'y intéresse vraiment, on est sur un véhicule très très intéressant. C'était un tour dans cette superbe Matra rouge, rayonnante sous le soleil de Corrèze toujours, avec Max Mamers qui nous a conviés donc, dans ce petit essai. C'était très sympa, merci beaucoup Max. Et ravi de vous accueillir Merci. et aussi très heureux de pouvoir présenter cette auto dans cet état de conservation assez sympa. Elle est en très très bon état et puis c'est encore une fois un véhicule que vous ne verrez peut-être pas sur les routes parce que c'est assez rare d'en trouver. Et surtout, voilà, vous avez vu un véhicule avec 3 places à l'avant et ça c'est, à moins de voir une McLaren F1, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Voilà. Merci Max et puis à une prochaine. Merci à vous. Au revoir.